Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Time Between où aujourd'hui on va parler de Bacurau. Bacurau est un film réalisé par Kleber Merancho Filho et Giuliano Dornelles. Les deux travaillent depuis très longtemps ensemble puisque l'idée du scénario de Bacurau leur est venue en 2009. Bacurau raconte donc l'histoire d'un village nommé Bacurau. On voit que le retournement de situation, c'est à s'en décrocher la mâchoire. Un village donc qui disparaît du jour au lendemain de toutes les cartes, GPS, Google Maps, plus rien. Comble du malheur, la matriarche du village, Carmelita, vient de mourir, laissant tout le village dans la tristesse et la mélancolie. On suit donc ce village dans ses tâches quotidiennes, dans ses allées, dans ses rues, dans ses champs, mais bien vite on se rend compte qu'une menace plane sur tout le village. Oh là là, quel suspense, j'en tremble jusqu'à l'os. Deviens bavard aujourd'hui. J'en ai marre d'être juste un sidekick. Moi aussi, je veux faire des trucs pour l'émission. Ton enthousiasme est tout à fait charmant, mais comment tu comptes aider? Je veux être ou ne pas être. What? Alors le film se donne d'une mise en scène assez vieillotte, qui pourrait peut-être en choquer certains, mais moi j'ai trouvé au contraire que ça se mariait très bien avec les thèmes du film. Je veux dire, dès les logos de production, on commence par une musique bien angoissante, bien claustrophobe, qui fait pas rire du tout, pour passer sur une espèce de chanson salsa toute mignonne qui parle de la ville de Bacurau, qu'on va suivre du coup pendant tout le film. Mais du coup voilà, dès le plan d'ouverture, on sait qu'on arrive dans un film qui a une ambiance bien à lui et qui hésite pas à nous la mettre dès la première seconde, en plein dans la gueule. Parce que ouais, le premier plan est assez iconique de ce que le film sera, c'est que c'est un plan en CGI de la Terre, et ça va faire un zoom progressif jusqu'au Brésil, puis au Sierra Verde, l'endroit où se passe le film. Et suite à ce plan en CGI assez bien fait, assez moderne, on a un fondu enchaîné, je répète, on a un fondu enchaîné sur un plan en grue ou en voiture, à peine stabilisé, et qui sent bon le cinéma avec pas beaucoup d'argent. Et donc si je vous dis un fondu enchaîné, mon Dieu, un fondu enchaîné, c'est que c'est quand même une technique de réalisation assez vieillotte qui fait très années 80, voire même 70. Et ce film est rempli de techniques de mise en scène comme ça qui sont un petit peu bannies du cinéma hollywoodien moderne, mais qui marchent plutôt pas mal ici. Par exemple, on a un style que j'aime beaucoup, c'est les cuts visuel mais non sonore pour montrer le cheminement de pensée d'un personnage. C'est-à-dire qu'en plein milieu d'une phrase, un personnage va parler d'un souvenir, d'une émotion, d'un sentiment, et on va juste avoir un cut visuel léger sur ce qu'il pense. Donc par exemple, il y a une scène où quelqu'un pense à son passé criminel dans ce film, et au moment où il parle de ce passé-là, on a un plan très court sur lui qui sort un pistolet de sa ceinture, et par contre le son reste celui du dialogue qu'on a eu juste avant. Donc l'ambiance sonore ne change pas du tout, on a juste ce plan discret qui arrive pour nous montrer qu'à ce moment-là du dialogue, il se rappelle de ce qu'il a fait. Ouh là là, mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Allez, zou, sortez de mon futur. Now you die. Alors il y a un autre truc de mise en scène dans ce film qui fait très vieillot et que pour le coup je n'aime pas trop, c'est les zooms. Oh là là, il y en a de partout et des fois j'ai limite l'impression qu'ils ont été faits en impro parce que le plan commence comme un dolly shot normal, rien de bien zoomesque à l'horizon, et puis soudain la caméra va zoomer sur un personnage qui a une réaction à un moment donné, donc je pense que c'est possiblement sur le moment que le réal ou le chef opérateur ou quiconque qui avait la responsabilité de ces plans-là s'est dit c'est le moment de faire un zoom pour accentuer l'ambiance d'un instant. Encore une fois, ça se trouve, le zoom était prévu depuis le début, mais il y a certains plans où je me pose vraiment la question. De l'aveu des réalisateurs, le découpage technique n'a pas été réellement respecté pendant le tournage, et avant même celui-ci, ils n'avaient pas prévu de séquencier. Séquencier, découpage technique, tout ceci a été défini lors de l'épisode sur Midsommar. Entre les lieux de tournage qui étaient très isolés et qui étaient donc très difficiles d'accès en véhicule, le fait que la météo pouvait passer de la tempête au désert en moins de 15 minutes, le fait que la végétation était très dangereuse et que les médecins de l'équipe ont été beaucoup sollicités, maintenir un planning, c'était pas le truc le plus facile du monde sur ce tournage. Tant et si bien que c'est arrivé relativement fréquemment que 2 scènes soient tournées simultanément sur le lieu de tournage, mais sans forcément que les 2 réalisateurs soient présents sur les 2 scènes. Ce qui fait que les directeurs de la seconde équipe ont eu une grande marge de manœuvre pour avancer. Et puis il faut voir que Kleber et Giuliano sont plutôt du genre assez détente, ce qui fait qu'il y a quelques plans qui ont en fait été tournés à l'arraché. Par exemple, pendant une soirée où l'équipe essayait de se détendre en faisant de la capoeira, ils ont décidé de filmer. Donc toute la scène de capoeira qui est
plutôt sympathique, a été tourné en impro en fait. Les acteurs et les figurants ne savaient même pas qu'ils étaient filmés à ce moment-là. Ça se voit car sur ce plan, le grain est très marqué. La lentille Panavision de série C capte très mal la lumière et est plutôt utilisée pour des scènes en plein jour où elle sublime les couleurs naturelles. Ici, en début de soirée éclairé au lampadaire, le plan est très granulé, car la caméra peine à trouver de la lumière. C'est la lentille typique des westerns des années 70. Mais dis donc, c'est que tu as fait des vrais progrès en cinéma, monsieur Crâne. Prends-en de la graine, monsieur Panda. Il y en a d'autres de plans où évidemment tous les mouvements sont calculés à l'avance. Il y a notamment pas mal de plans en grue qui sont très virtuoses. Notamment le premier plan où on arrive à Bakurao, pardon. C'est un plan très large où on voit tout le village, donc on comprend qu'on va avoir affaire à une communauté entière. Ensuite, on se rapproche du véhicule d'une héroïne. On en reparlera, mais il n'y a pas vraiment de héros dans ce film. On se rapproche donc de son véhicule. On s'arrête à la portière où elle a un regard... Enfin, à la portière, à la vitre avant, où elle a un regard un petit peu inquiet, donc on comprend immédiatement qu'elle a une histoire lourde, avec pas mal de passifs avec ce village. Et hop, on la suit sortir de la portière avant qu'il y ait le cut. Pour l'anecdote, ils ont quand même fabriqué 1,5 km de rails pour ce film. Les rails sont devenus assez obsolètes avec l'arrivée massive de la Steadicam et encore plus de la dolly. Certains chariots de dolly sont tellement stabilisés qu'ils n'ont même plus besoin de rails pour fonctionner. Ce qui a rendu certains plans qui étaient très complexes auparavant, comme le travelling arrière où il fallait enlever les rails en live ou il fallait trouver un moyen de les camoufler, très simple. Mais les réalisateurs, voulant absolument donner un style 70 à leur film, ont décidé d'utiliser des technologies des années 70. Et puis la grue a l'avantage d'être beaucoup plus adaptative par rapport à son terrain que la dolly. Et oui, la dolly c'est une voiture un peu sensible quand même, c'est pas un 4x4, donc si on tourne dans le désert avec une dolly, la stabilité c'est pas trop ça. Et oui, avec la dolly, la caméra reçoit les vibrations du véhicule en lui-même. Alors qu'avec une grue, c'est le bras articulé qui bouge qui du coup n'est pas soumis, au terrain. Oh, et Red n'en a pas parlé, mais il y a des transitions en volet dans ce film. Non mais vous savez, c'est la transition de Star Wars qu'on trouve super ringard et qu'on n'imagine pas dans un autre... Ah non. Alors maintenant, on va passer à l'ambiance du film. D'habitude, là, c'est le moment où je parle plutôt de scénario, etc. Mais en fait, ce film a un scénario pas si compliqué que ça, que je pourrais résumer très simplement, mais qui repose sur un twist, donc je ne vais pas non plus vous le révéler comme un audio spoiler. S'il y a besoin d'un jingle, je suis prêt, hein. Spoiler des films. Oh, mais par les cornes de Daniel Radcliffe, sortez tous. C'est le futur ici, hein, pas l'amicale des hérissons. Oui, non, mais toi t'es mignon, c'est pas du tout toi le problème. Mais donc ouais, c'est vraiment un film à ambiance, donc si vous y allez, et je vous y enjoins grandement, c'est un film où il faut pas avoir peur des longueurs. Je crois que le film fait 2h05, 2h15 peut-être, et je les ai un peu sentis passer. Il y a quelques longueurs, quelques scènes qui auraient pu être pas forcément supprimées, mais un tout petit peu raccourcies, parce que le film en fait va essayer de vous faire aimer ce village de Bakurao, et notamment en filmant un petit peu comme Eisenstein, je crois que c'est son nom, si je l'écorche je suis désolé, tous les cinéphiles vont me tomber dessus, comme Eisenstein filmait les foules. Eisenstein il avait cette petite théorie qui disait que pour filmer le collectif, il fallait faire une suite de gros plans pour faire comprendre que c'était pas une personne, un individu ou juste un petit groupe qui réagissait, mais une communauté dans son ensemble. Et c'est un petit peu comme ça qu'est filmé Bakurao. C'est-à-dire qu'il y a des grands angles pour montrer tout le village, etc. Un petit peu comme Ari Aster filmait dans Midsommar filmait la communauté. Mais là, en plus, on a cette espèce de montage, des fois assez cut, sur des visages de villageois, de parties de leur corps quand ils travaillent, quand ils mangent, quand ils dansent, etc. Et donc on a vraiment une façon de filmer la collectivité par des gros plans, ce qui est assez contre-intuitif quand on y pense. Pareil, on a un montage qui est très sensoriel, c'est-à-dire que quand un individu ou un groupe, encore une fois, va sentir quelque chose, que ce soit un danger ou une bonne nouvelle d'ailleurs, on va avoir droit à un montage qui nous fait comprendre le cheminement de pensée de la personne. Par exemple, il y a un moment où il y a un camion qui arrive, qui est criblé de balles. Je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas quel camion, etc. Le spoil ne passera pas. Eh bien, il y a un personnage du coup qui voit ces balles. Il voit l'eau tomber au sol. Il regarde la flaque d'eau s'étendre sur le sol. Il regarde au loin, a priori de là d'où vient le camion, donc de là d'où viennent les tirs. Il regarde les impacts de balles, et hop,
il va appeler les personnes qu'il pense en danger parce qu'elles sont allées dans cette direction-là. Une des influences assumées des réalisateurs est Carpenter. Et c'est vrai que le charpentier est plutôt doué pour maintenir la tension pendant tout un film, alors qu'il s'y passe quand même pas grand-chose. L'errance, l'isolement, une fin du monde mélancolique, les thèmes de John Carpenter ne sortent pas de nulle part puisqu'ils lui permettent de développer son style de réalisation marqué par un rythme plutôt lent. Ici, on n'a pas de structure en 3 actes bien définie, on n'a pas de héros qui prendrait l'avantage parmi d'autres personnages, non. Ici, c'est le voyage qui compte, et pas la destination. Alien est aussi pas mal cité par les réalisateurs, notamment pour son premier acte très long, 40 minutes avant de voir un xénomorphe quand même, et qui permet selon eux de s'attacher très efficacement aux personnages et du coup de réellement craindre pour leur vie quand la créature arrive. Donc on a vraiment un montage pas très rapide sur la réflexion du personnage vis-à-vis de cet événement-là. Et maintenant, me voilà bien désœuvré parce que je vous ai parlé de l'ambiance du film, de son montage son, de son travail de la caméra, du plan grue, du travail sur la foule, qui est très important. Ouah, on va cramer là. C'est mieux. De son travail sur la foule, et en fait, à partir de là, je ne peux pas vous dire grand-chose parce qu'étant donné qu'il s'agit d'un film d'ambiance, c'est très dur à résumer une ambiance après avoir décrit comment l'ambiance est mise en place. À part vous spoiler des plans et du coup vous gâcher un petit peu l'envie d'aller voir le film, j'ai plus grand chose à dire sans pouvoir spoiler. It is time. Si, je peux rajouter quand même qu'il y a quelques scènes qui sont très Tarantino. Si vous aimez les scènes un peu de tension où on sait qu'un coup de feu va partir, mais on sait pas trop quand, comment, qui va le donner, etc. Il y a vraiment des scènes d'une tension dans ce film très western. Bon allez, un dernier élément avant la zone spoiler promis. La BO de Guedin de ce film. Le film a vraiment droit à une BO 3 étoiles qui est en même temps fait de morceaux assez traditionnels brésiliens, j'imagine, avec des instruments en tout cas dont j'ai pas trop reconnu les sonorités, des fois des instruments qui sont à l'écran d'ailleurs. Et aussi des fois, notamment un morceau électro complètement hallucinant. Vraiment, c'était un grand moment de cinéma, cette musique. La musique est un mélange de compositions originales faites par les frères Sousa, 2 chansons typiques du folk brésilien et... The Night. Night de John Carpenter, tiré de son album Lost Temps, il 2015. Si tu dis pas tout, les gens peuvent pas deviner. Ça va, je sais. Ça va. Et chaque musique a son rôle. Les compositions originales sont là pour marquer la narration, les éléments de folk sont là pour rattacher le récit à la région du nord-est brésilien, et les musiques de John Carpenter sont là pour représenter les dangers qui guettent le village. C'est quand la zone spoiler? Attends, c'est pour bientôt, Et... Go! It is time to rock on. Spoiler les films, c'est pas très bien. En règle générale, faut pas faire ça, non. Ne faites pas, non. Mais pour les besoins de cette vidéo, je vais devoir spoiler un peu, je suis désolé. Mais si jamais vous voulez voir toute la chronique sans spoil, vous pouvez aller sur le timecode affiché à l'écran. Respect. Eh bien, le futur n'est plus ce qu'il était. Et étant donné qu'on rentre dans la zone spoiler, je peux balancer sans craindre la fureur de Green. La menace qui plane sur le village est une bande de tireurs américains qui sont a priori envoyés ici par une entreprise américaine. Qu'il s'agisse de vacances organisées par cette entreprise ou d'un jeu télévisé macabre, ça on sait pas trop. Mais je laisserai de vous parler de cette tuerie planifiée dans la joie et la bonne humeur. Alors. En fait, tout le long, le film, par cette ambiance qu'on a décrite avant, va faire monter une espèce de tension assez impalpable sur qu'est-ce qui menace le village. Parce que comme vous l'a dit Blue au début, le synopsis de base, c'est juste le village disparaît de la carte. Et ce qui est très intelligent dans ce film, c'est que ça se base sur des éléments d'actualité glaçantes, que sont les tueries de masse aux États-Unis, où des fois il y a une espèce de... Il y a un gars qui débarque qui, au nom de Dieu, au nom de l'État, au nom de n'importe quoi, va tuer 40 personnes et ensuite, généralement, va se donner la mort ou va se faire abattre. Et du coup, le film utilise cette espèce de pulsion de mort qui est présente chez ces tueurs de masse pour en faire un sport. En fait, on comprend assez vite que
que les gars qui vont là-bas, c'est des mecs qui auraient fait des shooting schools ou des tueries de masse aux États-Unis, mais que plutôt de les laisser faire leur massacre aux États-Unis, il y a une compagnie, a priori une entreprise américaine, qui s'occupe de leur faire expurger leur pulsion de mort, on va dire, sur des gens du tiers-monde. Ouais, on est sur une super bonne ambiance dans ce film. Un truc très très malin à souligner, c'est qu'on ne voit jamais l'entreprise en question. On suppose que le personnage joué par Udo Kier est assez familier avec cette activité, mais on ne voit jamais ceux qui tirent les ficelles, ceux qui parlent aux oreillettes du commando. Cette technique, terriblement simple mais terriblement efficace, rend l'horreur universelle. Les organisateurs de ce massacre n'ont pas de nom, pas de sigle, pas de drapeau, rien. Ils ont une présence quasi surnaturelle, comme des dieux qui pourraient observer le monde à bord de leur drone de combat. Des gens qui d'un coup de téléphone peuvent ordonner la mort d'un enfant à 6000 km de là et « Oh salut, tu veux un verre? Bah je t'en prie, installe-toi, fais comme chez toi. » Et donc là où je disais qu'il y avait des scènes très Tarantino, là pareil, on a une utilisation de la violence qui est très Tarantino, parce que c'est une violence juste. Et dans ce film, je vous jure, à partir du moment où on comprend l'atrocité de ce qui plane sur le village, et qu'on a appris à aimer pendant 1 heure, ça fait quand même 1 heure qu'on se balade avec... par contre, j'ai retenu aucun nom parce que je ne parle pas du tout le portugais, du coup je suis pas du tout habitué à ces sonorités-là. Mais bref, on est habitué à ce village, on a envie de le voir survivre. Donc quand on se rend compte du danger qui plane sur lui, on a envie que les gars ils s'en prennent plein la gueule, puissance 1000. Oh, et le film il nous a entendus, Waouh, ces espèces de scènes de violence contre les mercenaires, enfin pas contre les mercenaires, mais les espèces de connards qui viennent tirer sur des gens, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est génial. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque coup de feu, il y avait le monteur qui était en train de dire « Ouais, ta gueule, Trump, prends-toi ça dans la gueule, je vais mettre un bon vieux coup de chevrotine avec le son à blinde, plein de sang, un cut ultra agressif. » Le film est vraiment... très intelligent parce qu'il évite un syndrome qui à mon avis est présent dans le film du Joker que je ferai en vidéo. Vu les critiques qu'il est en train de se prendre dans la gueule, j'ai vraiment envie de voir par moi-même ce dont il en est. Mais ouais, c'est cette espèce de syndrome que pour parler de la folie, pour parler de... Même pas tellement de la folie, parce que les shooting schools, il y a aussi un élément politique et social qui n'est pas que de la pathologie clinique. Souvent, les films américains font le choix d'être du côté du tireur. C'est par exemple le cas de American Story X, qui à l'époque avait pas mal défrayé la chronique, comme on dit, quand on est un critique cinéma qui se respecte. S'il te plaît, ne te respecte pas. Parce que, en gros, il décrivait le trajet d'un terroriste d'extrême droite en étant de son côté. Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait des gens d'extrême droite qui avaient adoré ce film. Parce qu'on voit un nazi ultra viril qui venge l'Amérique, etc. Donc il y avait un côté, pour l'extrême droite, qui était très jouissif de voir ce film. Et c'est toujours le problème de se mettre du côté des assassins pour parler de pourquoi est-ce qu'il y a des assassins. Se poser la question de pourquoi il y a des shooting schools, pourquoi il y a des tueries de masse. Se mettre du côté du meurtrier, c'est pas si efficace que ça pour se rendre compte de pourquoi il fait ça. Et là, dans ce film, dans Bacurau, le principe, c'est de se mettre du côté des victimes, de se mettre du côté de ceux qui voient arriver la mort, et qui, plutôt que de se complaire dans des espèces de complaintes pacifistes, genre « Oh là là, ils sont tous morts, mais leur mémoire résonnera dans l'éternité », là, les gars, ils prennent des guns, ils les explosent, les assassins, ils s'en prennent plein la gueule, et ça fait du bien. Le cinéma ne s'écrit pas dans le vide. Filio et Dornelles sont des réalisateurs qui viennent de la région la plus pauvre du Brésil. Loin des côtes, loin des villes prospères du sud, avec une forte population noire, le nord-est est une concentration de pauvreté dans un pays qu'on dit émergent. Alors oui, ils ont des tablettes, mais ils n'ont pas l'eau courante. Vivre dans ce genre de conditions, ça forge un caractère, ça forge une vision du monde. Le film Bacurau est l'expression la plus féroce de la détresse de ces Brésiliens prisonniers dans les Sertachão, qui sont ces espèces d'endroits très isolés du pays que l'État a complètement abandonnés. Guérilla financée par l'étranger, mais non, du coup, c'est un aigle ou un pigargue? Manque d'accès à l'eau potable, des générateurs électriques qui explosent au moindre orage, le film est un drapeau brandi bien haut pour dire « Nous existons, Bacurau n'est pas fictif et on se battra pour vivre ». Bien que Bolsonaro n'était pas élu à l'époque du tournage du film, le personnage du préfet de la Sierra Verde est une véritable charge contre la corruption qui règne en maître dans le Brésil. Alors une petite anecdote. Au tournage, les réalisateurs trouvaient que l'acteur, qui faisait le préfet de la Sierra Verde, exagérait un petit peu le côté politicien véreux, toujours prêt à gratter des votes. L'acteur leur a montré des meetings qu'il avait regardés pour s'inspirer et pour créer son rôle. Les réalisateurs ont trouvé qu'il sous-jouait du coup. Ils lui ont demandé d'en faire plus. Et bienvenue pour cette sortie de zone spoiler. Donc ouais, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir vous parler plus en avant du film,
parce que vraiment il est basé sur une ambiance et sur une tension. Mais ce film, je trouve qu'il est très nécessaire aujourd'hui parce qu'il... en fait, c'est un film de genre, c'est un film qui emprunte à l'horreur, qui emprunte au western aussi, comme je vous l'ai dit, mais qui dit des choses très importantes, parce que j'en parlais dans la zone spoiler, mais là je vais le dire du coup sans évoquer de spoil, promis. C'est que notamment tout le rapport à la violence dans ce film est très puissant. Parce que la violence que subit ce village, elle est filmée d'une telle manière qu'elle fait penser à des violences très actuelles. J'ai du mal à trouver mes mots sans vous spoiler en fait, c'est que on a des plans qui font pas mal penser à Wikileaks par exemple, aux horreurs que Assange avait découvert sur l'armée américaine, et la menace qui plane sur ce village la menace qui plane sur ce village est un petit peu filmée comme une attaque de l'armée américaine. Donc ouais, je trouve que c'est un film qui est peut-être un petit peu exigeant en termes de visionnage, parce qu'il a un rythme un peu lent, il a un style un peu daté, avec des zooms, des fondus enchaînés, une musique très présente, mais je trouve que c'est un film qui est nécessaire parce il a un vrai beau discours sur la violence, et la violence que peut exercer la victime, qui est souvent critiquée, qui est souvent conspuée, etc., mais qui est nécessaire. Et dans ce film, la violence des victimes fait partie intégrante de l'ADN du film. Donc voilà, j'ai plus grand chose à dire, à part aller voir ce film, parce que je suis pas sûr qu'il va rester en salle longtemps, parce que je ne sais pas qui est le génie qui a trouvé cette idée de diffusion. Je sais pas si c'est le réseau UGC qui a trouvé ce film et qui l'a sorti des décombres, ou je sais pas si c'est le réseau de distribution du film qui a vraiment bien fait son taf. Mais en tout cas, avoir un film politique, d'horreur, western, brésilien, non mais allez voir cet ovni au cinéma, allez-y vite. Ça a dû un tout petit peu aider quand même. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut faire le petit pouce bleu qui fait plaisir, le commentaire qui est très apprécié, et puis surtout partager, c'est le cœur du métier. Sans ça, moi, mes vidéos, elles restent dans un coin très joli. Moi, j'aime bien voir vos petits commentaires, mais j'aime aussi savoir que vos amis vont voir mes vidéos, et que même leurs amis, leur famille et leurs chiens regardent mes vidéos. Et puis vous connaissez la routine, à la semaine prochaine, Blue, tu fais n'importe quoi, enfin, des trucs comme ça, quoi. Allez, salut tout le monde. C'est pas le générique, là? Non, j'ai décidé de faire un sitting pour protester contre Red. Nous, avec Crane et Panda, on va se faire Hunting on a Bly Manor, tu viens? C'est déjà sorti? C'est le futur, mec. J'aurai ma revanche. L'autre.